Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du temps perdu parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine. Donc on va rattraper un petit peu le temps perdu et on va parler de un petit peu Powell, un petit peu le conflit Iran, US, Israël et puis de trois autres petites choses un peu plus bullish, c'est-à-dire réserve stratégique de Bitcoin au Texas, etc., etc. On y va pour l'intro. Alors, Bitcoin en daily, pas vraiment de grosses nouveautés, si ce n'est qu'on a mangé cette boîte de liquidité ici qui se trouvait juste sous les 100 000 et que finalement le support ici en daily a pas mal tenu. Vous voyez qu'on a fait une belle déviation dessous, mais que on s'est à peu près tenu sur cette zone-là. Donc, forcé de constater que bon, on doit effectivement bouger un petit peu ce support quelque part par ici, mais qu'il a tenu à ce stade. La question ici, je pense, qui est fondamentale, c'est de dire est-ce que tout ceci est une sorte de flat, finalement. Une flat, ça vous donnerait A, B, C. La correction est terminée, on vient casser la distribution qui est là pour reproduire à nouveau l'impulsion qui était ici, celle-ci. Ça, c'est bien sûr la première solution, auquel cas, cette correction est probablement terminée, en tout cas si c'est une flat, encore une fois. On voit qu'il y a un petit peu une concordance entre ce que nous a dit, on va dire, la pente qui est celle-ci, mais également la pente qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'idée, mais voilà un petit peu le concept. C'est de dire une flat ou un flag, c'est à peu près la même chose. Un truc, entre guillemets, assez paralléloïde. Ou alors, est-ce que c'est une figure de top? Si jamais c'est une figure de top, vous avez ici la figure de retournement par excellence. Épaule, tête, épaule, tout simplement. J'arrive ici, je fais une tête et j'arrive pas à faire un nouveau sommet. Finalement, je perds mon support et je m'en vais chercher beaucoup plus bas. Voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser à ce stade. On aura quand même un début de réponse si jamais on casse la distribution qui est ici et qu'on vient chercher la liquidité qui se trouve à 110. Et il y a de la liquidité bien sûr dorénavant à 110. Ce petit tour sous la structure est en train de nous dire soit je fais mon taf, c'est-à-dire maintenant j'ai pris la liquidité, puisque entre hier et aujourd'hui on a liquidé à peu près 1,5 milliard de liquidation sur les leviers. Voilà un petit peu l'idée. Je dirais qu'il y a comme un point un peu pivot qui est 106 000, à peu près 106 700 à redépasser à nouveau, qui correspond finalement, je ne sais pas si vous voyez le volume profile là ici sur le côté, mais à un peu un node de volume profile. Si jamais même je pense que je vous mets en avant le plus de volume, là où il y a eu le plus de volume au sein même de cette correction, voilà, on est à peu près sur les niveaux actuels, 105,5. Voilà, pour moi, repasser au-dessus de 106,6 serait vraiment une bonne chose, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas eu de capitulation des acheteurs de cette zone. Pendant toute cette zone, il faut comprendre que la majorité du volume, le plus gros volume, s'est fait sur le point actuel, 105 000 à peu près. La psychologie d'un retest de volume profile raté sous-entendu qui rejette, c'est de dire que tous ceux qui avaient acheté cette zone, puisque dans cette zone il y a eu des vendeurs et des acheteurs, tous ceux qui avaient acheté cette zone, maintenant qu'on est allé sous l'eau et qu'on leur a fait peur, au moment d'y revenir, au moment de remonter à leur point d'achat, finalement décident de sortir, d'accord? C'est ça l'endroit un petit peu dangereux quand on a perdu un volume profile dans un range, notamment. Ici, on parle de ce range. Si on le regarde à plat, vous voyez que ça va de ce daily à ce daily là, de la borne rouge ici à la borne rouge. Et dans le volume profile, un retest raté, vous devez toujours pouvoir dire... Si vous avez, si vous avez un précepte, par exemple, j'utilise moi beaucoup cette technique justement du volume profile, etc. pour un rejet, ce genre de choses. Par exemple, quand je trade un range, je viens toujours prendre un petit profit sur le volume profile, sur le node de volume profile, sur le POC, le point de contrôle. Parce que c'est un endroit où on peut rejeter. Mais je le fais pas juste parce qu'on m'a dit un jour de le faire, je le fais parce que j'ai la capacité de décrire le problème en une phrase. On fait de la psychologie ici, et donc comprendre un système de trading, c'est comprendre la psychologie du marché. Comprendre ici ce qu'on regarde, le prix qui évolue, c'est tout simplement également, de la psychologie. Le prix fonctionne, c'est en fait la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, je le dis souvent.
mais globalement, le prix fonctionne comme ceci. Et en fait, ce que vous regardez là, c'est un petit peu un électroencéphalogramme de la psychologie actuelle du marché, d'accord? On a eu le FOMC qui a pas donné grand-chose, hein, sincèrement très très décevant. Powell, j'ai trouvé perdu, moi, je l'ai trouvé vraiment à côté de la plaque un petit peu dans ses réponses aux questions. Il y était pas. On sent que, bon, oui, ils ont décidé de poser, mais que c'était pas forcément. Voilà, on sent qu'il y est pas du tout. En tout cas, moi, je trouve. Il a beaucoup parlé de main d'œuvre. Il a beaucoup parlé d'immigration. Voilà, moi, entre guillemets, j'ai trouvé qu'il toussait beaucoup, quoi. Voilà, quand je dis tousser, ça veut dire il balbutiait beaucoup. Et je ne l'ai pas trouvé extrêmement crédible pour le coup sur cette intervention-là. Alors que d'habitude, c'est quand même un bon communicant. Et il fait quand même des choses relativement intéressantes en termes de communication envers les marchés. Là, j'ai trouvé qu'il était très fuyant. Donc ce FOMC a rien donné en soi, c'est-à-dire c'était un FOMC où on nous a dit bah on va pas bouger pour le moment parce qu'on sait pas trop où on va, alors que ça aurait pu être une cartouche pour éventuellement pousser plus haut. Et on a Donald Trump qui de sa manière assez vindicative et agressive comme c'est dans son habitude est en train de dire bah Powell est stupide, on devrait être 2 ou 3 points plus bas, l'Europe a déjà baissé, on devrait être 2 ou 3% plus bas, on devrait déjà être à 1 ou 1,5 et ça coûte au trésor finalement effectivement un bon trillion à l'année, voire peut-être même plus, d'être aussi haut dans les taux, hein, puisque je le répète, les États-Unis vont devoir se refinancer sur des bons à 10 ans dans très peu de temps, et ça pour un tiers de leur dette. Donc je pense même qu'on peut évaluer les choses à beaucoup plus cher que ce que nous a dit Jérôme Trump, Donald Trump. Ether, Bitcoin, attention, ça perd un petit peu de sa superbe là pour le coup, parce que on perd un petit peu le support. Et pour le coup, là, on était sur une latéralisation parfaite, sur fond de potentielle guerre du côté, on en avait parlé ici, du côté, attention à ce côté un petit peu, dans la petite structure ici, avec quelque chose de très correctif. Bah, finalement, il s'est trouvé qu'on a fait effectivement cette ABC. C'était pas forcément le scénario privilégié non plus, c'est-à-dire qu'on n'était pas nécessairement, moi j'étais plutôt sur un scénario où Powell pivotait, voire avait un discours extrêmement dovish. C'est vraiment pas ce que nous a donné Powell, donc du coup on va ici repenser un petit peu quand même les scénarios comment dire, à la baisse, en tout cas dans leur temporalité, ok. Si pour le coup on doit réitérer ce qui s'était fait là ici, hein, et puisque là vous comprenez qu'on a continué une structure baissière hein, d'une certaine manière, et bien à ce moment là on se retrouverait sur Ether BTC à revenir éventuellement retester cette zone ici qui est assez intéressante au niveau des 0,030. À quel moment on décide que le support n'est pas perdu? Pour moi en daily ici il est perdu. Pour moi voilà, je vois plutôt un caractère baissier dans tout ça, sauf à dire que très rapidement Ether pousse beaucoup plus fort, d'accord. Si Ether pousse beaucoup plus fort, à ce moment-là on peut éventuellement se dire qu'on va revisiter les 0,030. Pour le moment je dirais qu'il n'est pas vraiment question d'un retournement de fond sur Ether contre Bitcoin. En tout cas je dirais pas tant qu'on n'a pas au moins cassé la distribution qui est celle-ci. Et pour le moment, bon, on voit qu'on la casse pas du tout, d'accord? Donc on n'est pas du tout dans cette idée-là. Par contre, on va très bien à la cassure de celle-là. Il y a une belle accélération, mais on reste sur un fond, on va dire, de continuation à ce stade potentiel baissière sur Ether Bitcoin, sauf cassure de cette distribution-là. Ce qu'on espère, hein, bien sûr, on va pas se le cacher. On est quand même ici, plutôt dans cette idée d'une all season et de un Ether qui surperforme. Idem sur Ether contre le dollar, où on voit que le support en daily est littéralement enfoncé et perdu. Ça s'est passé ici. D'accord, et que finalement on vient chercher la traîne de base, hein. Enfin on y est presque en tout cas je pense, la traîne initiale que j'avais mise, alors autant pour moi c'est pas du tout la traîne initiale, on a perdu la traîne initiale ici, d'accord, ici, on perd le support, voilà, est-ce qu'on va vers un retest de ça, hein, un retest à 1500$, c'est possible, ça reste possible, ou alors est-ce que Ether rapidement réintègre son support daily? Pour le coup, Ether a bien poussé hein, sur la journée d'hier, on est d'accord, il a fait aussi une belle prise de liquidité, on avait parlé de cette prise de liquidité sous les 2003, qui était jouable. On avait dit aussi que la zone 2002, entre 2100 hein, et finalement et 2300 était une belle zone d'entrée, avec toute cette zone pivot, un support monthly, et puis un passage sous la structure, hein, ici bien sûr, sous 2300, donc plus de liquidité. Maintenant pour le moment, attention aussi à une inversion de polarité là pour le coup, et si je vous montre le POC de Ether contre le dollar, ça serait mieux de le faire sur
une paire un peu plus tradée que celle-là sur Bitkit, mais je pense qu'on restera cohérent. Ça se passe autour des 2540 pour le moment. Donc on n'est même pas, si vous voulez, Ether, si on regarde le volume profile en tout cas, il faut absolument qu'il pousse au-delà de ce point-là pour finalement se servir de 2007 ensuite comme support. Personnellement, je pense, et là aussi c'est vraiment mon avis, qu'il va y aller. Après ce passage, surtout d'autant plus après ce passage sous la structure, donc je pense qu'il va aller dans la zone des 3000, 3003, et moi j'ai des targets sur Ether à 6000, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, voilà, on doit constater ici, et on doit être, on va dire, intellectuellement cohérent et honnête avec son propre intellect, en disant, bah, j'avais une trend qui était initialement, qui était comme ça, qui était perdue. Certes, ça a l'air effectivement impulsif. Maintenant, il va falloir qu'il pousse fort, fort, fort. Donc, il se charge aussi en short, qui est effectivement une liquidité qui permet d'y aller pour pouvoir éventuellement se dire que, ouais, ok, il peut un petit peu se reprendre. En tout cas, en daily, le support ici est perdu. Finalement, ouais, à part un support weekly en dessous de cette chose-là, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Si, on pourrait dire éventuellement, si ça pourrait être intéressant effectivement de faire ce genre de choses. C'est-à-dire, on prend le support daily qui était ici, on le met au niveau, je dirais, d'un endroit où on a pas mal de touches. Et si avant la fin de la semaine, Ether est repassé au-delà des 2005, ce qui correspond à peu près au POC, hein, vous l'aurez compris, puisque ça, vous comprenez qu'on est en train de le transformer en weekly. Comme ça. Et ben à ce moment-là, au-delà de ce niveau weekly, si Ether a récupéré, on va dire, ce niveau weekly fin de semaine, c'est plutôt un bon signal. Maintenant, on n'a pas non plus, c'est pas non plus un signal incroyable. Voilà, reste à penser que pour moi, on va plutôt dans cette zone-là, hein, à ce stade, 3000, 3003, 3004. On va voir sur la liquidité si ça a du sens effectivement de le faire. Quand je regarde maintenant les altcoins, donc le total 3, bah, rien de bien nouveau non plus. On est sur un support monthly ici, support weekly, pardon. Attention, on a ouvert dessus, il faudra remonter au-dessus des 19%. Et ce qu'on avait beaucoup dit sur les alts, c'est attention à ça qui était correctif, hein, tout ça reste assez correctif. Tant qu'on n'a pas effectivement cassé la distribution intermédiaire ici et récupéré le momentum qui était celui-là, ça reste très baissier sur les altcoins. Maintenant, on est sur support. Le risque, hein, vous l'aurez compris, c'est de faire ça, ça et ça. Okay, donc d'aller à 12% de dominance sur les alts. Donc ça c'est le risque principal, je dirais, sinon c'est un range de réaccumulation qui prendra forme sur le support, c'est-à-dire que le support doit tenir. À partir du moment où on perd le support, pour moi, on va au 12%, c'est-à-dire qu'on réitère l'impulsion qui était ici, on la réitère en haut de correction, donc on va au 12% sans trop de problèmes. On voit aussi que bah, c'est un endroit quand même où il s'est déjà passé des choses, notamment en 2020. Donc du coup, ça réitérerait quand même un petit peu bah, cette idée que finalement les alts seront pour toujours dans un range entre 34% et 12%, en tout cas pour le moment, d'accord. Typiquement, ce qu'on avait fait, voilà, ici, impulsion, correction, impulsion, impulsion, correction, impulsion, et on va au 12%. Si on tient en revanche le niveau intermédiaire ici, bah, c'est juste un range de réaccumulation, et là pour le coup, aucun problème à aller au 37%, pardon, et pourquoi pas même impulser une tendance haussière à la fin, c'est-à-dire que sur l'altcoin dominance, vous comprenez que on est censé voir à un moment donné, alors Bitcoin c'est super hein, et tout, etc., mais il est quand même possible que des choses qui sont plus voilà, que Bitcoin devienne plus une réserve de valeur et que Ethereum soit plus un internet de la monnaie, mais que tout le reste soit vraiment ce qui performe à la fin. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les marchés jusque-là. Maintenant, ceux qui veulent uniquement imprimer une stratégie en Bitcoin only, je dis pourquoi pas, et je dis en tout cas jusque-là vous auriez eu raison, donc il n'y a aucun problème avec ça, et c'est pour ça aussi que on a un petit peu embrassé ce côté Bitcoin only, en tout cas jusqu'à preuve du retournement, d'accord. Et ici c'est pareil sur la Bitcoin dominance, on le voit relativement bien, où on avait perdu cette trend. Finalement, on revient sur le support là directement. Et là, on est en train de retester la trend. Reste à voir que pour le moment, on reste toujours en tendance haussière. La Bitcoin dominance nous fait plus ou moins un ATH, je dirais local, hein, parce que l'ATH, on est bien d'accord qu'il est à 100% hein, avant que les altcoins existent. Mais
Mais en soi, voilà, zone de rejet ou pas, reste à dire que pour le moment, vraiment, Bitcoin, le mouvement est BTC driven totalement et que à chaque fois qu'il peut trouver support, que la dominance Bitcoin peut trouver support, elle le fait. Vous voyez qu'ici, à l'attaque de cette vallée, tout de suite, bam, on touche le point où il y a eu un petit peu également du volume, et puis on se reprend et on vient imprimer un nouvel ATH. Donc on l'a suffisamment dit, mais les alts valent l'investissement, mais il faut faire très attention. Il faut garder une exposition aussi relativement maximale à ce qui fonctionne en ce moment, c'est-à-dire Bitcoin. On va voir maintenant tout ce qui a trait au fondamental. Ici, d'abord j'en profite pour vous dire que nouveau partenariat avec BingX. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à aller voir ce tweet ou alors à regarder en description de la vidéo. Si je l'ai mis, je sais même plus si je l'ai mis en description. Je suis pas sûr de l'avoir mis d'ailleurs en description de la vidéo. Je vais le mettre. Donc si vous n'avez pas de compte sur BingX, pour moi, ce qui est vraiment cool dessus, c'est que vous pouvez trader Forex, vous pouvez trader crypto, mais vous pouvez trader aussi de l'or, voilà, tout ce qui est... Il y a aussi quelques potentielles choses autour des actions qui vont arriver, donc c'est plutôt cool de pouvoir mixer le tout. Pas mal de, bien sûr, avec le code crypto signal FR, pas mal de réduction sur vos frais de trading, à savoir, si je ne me trompe pas, 20% de réduction sur les frais de trading, mais aussi des bonus, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est un vrai partenariat directement avec la maison mère de BingX. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc si vous faites ça, eh bien il y aura une partie de vos frais de trading qui seront captés par la chaîne et qui seront eux-mêmes reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc n'hésitez pas, vous avez d'autres partenaires également, à savoir Blofin, à savoir Mexeci, à savoir Qcoin, à savoir Bybit va probablement revenir. Bybit, ça marchait plutôt pas mal sur le moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez tout ça en description de la vidéo, encore une fois. Comment est-ce qu'on va parler de Iran-Israël? Alors pour moi, quand vous avez ce genre de choses qui arrivent, déjà on parle du pétrole. Quand on parle du pétrole, pour moi, on parle des cartels du pétrole. Quand je parle des cartels du pétrole, je parle pas uniquement des cartels du pétrole, je parle d'un oligopole avec entente. C'est ce qui s'est passé depuis la création de l'OPEP. C'est ça qui a créé les chocs pétroliers et toutes ces choses-là. C'est ça qui fait également que il reste encore un petit peu de pétrole et que on le paye une couille, à savoir beaucoup plus que ce que ça devrait. Tout simplement parce qu'il y a eu une certaine forme d'entente entre tout simplement ceux qui ont du pétrole, ceux qui ont beaucoup de pétrole, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont encore un petit peu en réserve, ceux qui en ont mais ça coûte extrêmement cher de l'extraire, à savoir tout simplement les Américains, hein, notamment avec le pétrole bitumineux de schiste. Donc vous avez toutes ces choses-là qui se mettent ensemble. C'est très important dans ces cas-là de comprendre que la seule solution d'une guerre qui fasse augmenter le prix du pétrole arrange tout le monde. D'accord? C'était plus ou moins ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Finalement, la Russie trouve des débouchés, quoi qu'il arrive, pour vendre son pétrole. Avec la Chine, elle se rapproche de la Chine notamment et autres. Et puis, l'Iran trouve des débouchés aussi. Tout le pétrole est forcément nécessairement vendu plus cher. Donc vous comprenez que les Émirats, l'Arabie Saoudite, qui avait déjà un petit peu fermé le robinet et qui s'était quand même qui avait eu un petit peu mal pendant le Covid, ils trouvent leur compte. Les États-Unis, les États-Unis en dessous de 80$ le baril, c'est même pas intéressant d'ouvrir le robinet pour eux. Donc du coup, pareil, ils s'y retrouvent à peu près. Enfin, ils s'y retrouvent même tout court. Donc que ça soit guerre en Ukraine, etc., toutes ces choses-là, problème en Israël et notamment Iran, bien évidemment, on s'y retrouve tant que. On s'y retrouve tant que quoi? On s'y retrouve tant que le détroit d'Ormuz n'est pas fermé. Le détroit d'Ormuz ici, et vous comprenez que c'est globalement, si on regarde un peu la situation, pour vous faire simple, vous avez l'Iran qui est en haut ici, vous avez ici Oman et les Émirats Arabes Unis, mais surtout, je vais essayer de trouver une carte un peu plus... Voilà. Surtout, ce que vous avez, c'est bien sûr le Qatar, les Émirats, Bahreïn, le Koweït, l'Irak, tout ce qui part par la mer ici, et l'Arabie Saoudite, bien sûr. Tout ce qui part par la mer passe par Hormuz
pour finalement, tout simplement, vous être livré par pétrolier. Donc ce qui se passe dans ce cadre-là, c'est que l'Iran, d'une certaine manière, casse ce monopole, cet oligopole avec Entente, à partir du moment où il ferme Hormuz. Donc dès qu'il y a eu finalement cette annonce que Hormuz allait être miné, hein, puisque ici il y a une très grosse base, hein, là, ici, Bandar Abbas, c'est une base iranienne. S'ils minent Hormuz et qu'ils empêchent les bateaux de passer, vous comprenez que dans l'entente oligarchique, sont floués le Koweït, l'Irak, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, 20% du pétrole mondial, hein, globalement, parce que tout le monde croit que c'est eux les grands, mais en fait, le plus gros producteur actuel de pétrole, c'est les États-Unis, au monde. Hein. Eux, ils sont deuxièmes pour le moment. Et derrière, on a aussi cette idée que, où part le pétrole iranien, il va plutôt en Chine. Il y va par la mer aussi, hein, mais il y va en Chine. Donc, pétrole iranien, je dirais que c'est 80% des exportations du pétrole iranien se font vers la Chine actuellement, hein, puisqu'il y a des sanctions, donc personne n'en veut forcément. Mais l'Iran s'en sort très bien et il n'y a pas trop de soucis avec ça. Ce qu'on peut voir dans ce contexte-là, c'est de se dire... je vous le dis tout de suite, si on doit parler de démocratie, si on doit parler de velléité d'avoir la bombe atomique, de détruire Israël, etc., toutes ces choses-là, pour moi, je mets complètement toute cette partie-là ailleurs, hein, c'est autre chose. Je pense pas que les Iraniens étaient en train de faire la bombe atomique. Maintenant, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste. On a eu à boire et à manger là-dessus en termes de news. On a eu Tulsi Gabbard qui disait, donc qui est la chef de l'intelligence américaine, qui disait non, l'Iran n'est pas en train de préparer la bombe. Et puis d'un coup, Trump lui a dit si, il prépare la bombe. Et d'un coup, cette chef de l'intelligence américaine a dit ah oui, en fait, oui, s'il y avait eu une volonté politique de préparer la bombe, il l'aurait préparée, etc. Je pense que ça serait pas anodin hein, qu'il l'ait, et si ils doivent l'avoir, on sait bien qu'Israël l'a eu grâce aux États-Unis et que ça a été tacite, mais que derrière ça a été officialisé hein, qu'Israël avait la bombe également. Donc pour le coup, je pense vraiment pas que les frappes aient un quelconque une quelconque importance en soi par rapport à ça. En tout cas, c'est mon avis. Hein, voilà. Je pense que tout se trouve à Hormuz. Je pense que dès qu'on parle d'Hormuz, vous le voyez, je sais pas si vous avez vu, mais dès que ça a commencé à chauffer, d'ailleurs, Trump s'est barré du G7 parce qu'il y avait une réunion au niveau de Oman pour discuter justement de Hormuz. Je pense vraiment qu'ici il faut comprendre que Hormuz c'est la clé de ce conflit. Donc si on voit à un moment donné qu'effectivement ils vont miner Hormuz, etc., ça veut dire qu'ils jouent leur va-tout, hein, les Iraniens. Ils ont déjà pas mal joué leur va-tout, notamment je dirais dans quelque chose qui avait été assez choquant, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 jours, ils ont quand même balancé des missiles sur une base américaine au Qatar. Donc là, il y a une histoire de quand même ok, c'est chaud, d'accord. Si ça ferme en mousse, c'est ultra chaud. Ça, vous pouvez en être sûr. C'est-à-dire que c'est pour le coup, les États-Unis doivent non seulement intervenir côté pour les Israéliens, mais ils doivent en plus intervenir pour l'Arabie Saoudite et les Émirats. Donc là, on est sur un truc qui est complètement unilatéral et c'est sûr, le système iranien doit tomber. D'accord, en ce moment, on va dire que ça se passe pas trop mal parce que d'une certaine manière les Iraniens sont tolérés et ça arrange tout le monde qui est ce vilain méchant dans la zone, d'accord. Maintenant, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si ça va trop loin, ça va trop loin. Donc toutes ces choses-là, il faut le comprendre. Également, bien sûr, le lien entre Iran et Yémen qui arrange tout le monde aussi, hein, puisque là, ça fout un peu le bordel. Voilà, plutôt. Dans d'autres canaux hein, qui peuvent être embêtants, puisque je le rappelle, en fait finalement vous avez les bateaux qui partent ici, ils passent à Hormuz, ensuite ils font le tour, ensuite ils passent là, donc devant le Yémen hein, finalement avec les Houthis, ils passent en mer Rouge et ils passent bien sûr le canal de Suez. Ici, hein, par là, je crois que c'est là, voilà, ça se passe ici. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en Méditerranée, tout simplement, hein, direct. Donc c'est un super raccourci. Maintenant, vous comprenez que s'ils doivent faire le tour d'Afrique, ou que même ils n'arrivent pas à sortir de là, il y a un petit souci au niveau du pétrole pour nous tous, d'accord. Derrière, qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Donc oligopole avec entente, et pareil, alors si ceux qui s'intéressent, vous allez faire un tour sur essayer de comprendre pourquoi il y a eu la révolution en Iran, comment ça s'est passé, ensuite pourquoi il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak, ensuite comment est né l'OPEP. Voilà, toutes ces choses-là vont vous faire comprendre et vous faire mettre en lumière et vous faire apprendre et littéralement capter que en fait finalement le moment où le Shah d'Iran se fait virer par une révolution, bon bah elle est quand même plus ou moins financée par les Américains d'une certaine manière. Le moment où et où donc du coup même je crois même que Khomeini est venu en France à ce moment-là, etc. Le Shah d'Iran c'est plutôt la fin à ce moment-là de l'Empire britannique. Donc le Shah d'Iran est plutôt lui poussé par en fait la compagnie de pétrole d'Iran s'appelait avant je sais plus, je crois que c'est CPI ou CPNI. Vous avez un premier ministre iranien dont j'ai oublié le nom, un moustachu qui commence à prendre un petit peu les Anglais de haut et qui commence à dire non mais nous notre pétrole maintenant on va commencer à le nationaliser et tout, etc., ce genre de choses. Et puis finalement ça part complètement en sucette avec l'éviction du Shah d'Iran pendant que il est en vacances et l'assassinat de ce fameux premier ministre qui prenait des velléités finalement personnelles. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que finalement, du coup, en fait, la compagnie iranienne du pétrole, c'est l'ancêtre de British Petroleum, de BP. Hein. Et à ce moment-là, c'est surtout ce qui se passe, c'est que, en fait, je crois que c'est Roosevelt, ramène son bateau vers l'Arabie Saoudite. Il me semble que le bateau s'appelle le Quincy. Et il rencontre un petit peu tous les mecs de la zone, à savoir, c'est le plus gros deal, hein, c'est ce qu'on appelle les accords du Quincy qui se fait à ce moment-là. Il est sur un bateau de guerre, hein, Roosevelt, et il vient discuter un petit peu avec tout le monde. Et là arrivent finalement toutes les familles royales, etc. Et ce qui a donné cet épisode où finalement les gars étaient un peu des bédouins hein, à l'époque. Ils savaient qu'ils avaient du pétrole, ils savaient qu'ils avaient la main aussi. Et ça a donné un très bon deal hein, en fait pour finalement tout ce qui est Qatar, Émirats et Arabie Saoudite. Un très bon deal puisque le deal a dû passer entre les mains des Américains plus que les mains des Anglais. À cette époque-là, il y avait quand même des problèmes un petit peu entre les deux, ou en tout cas cette volonté d'être le premier. Et donc bien sûr, ça a été l'idée, ça a été je vous offre la protection, je vous offre toutes ces choses-là. Nous, on va creuser les puits. Et globalement, au début, je crois que c'était un accord 50-50, mais ce qui était sur la zone relativement incroyable. C'est-à-dire que réussir à avoir 50-50 entre guillemets quand la famille royale à ce moment-là, c'était quand même un petit peu plus pas des bédouins, mais voilà, c'était des gens qui étaient bien sûr extrêmement influents, etc., mais qui n'étaient pas encore assis sur toutes les fortunes qu'on connaît actuellement. Et à l'époque, comment dire, le sultan dort et il monte sa tente sur le pont du Quincy, hein, et c'est ce qui a donné finalement cette espèce de truc où le gars montre qu'il est chez lui. D'accord, tu peux m'inviter sur ton bateau, mais moi je dors dans ma tente et c'est toi qui es chez moi et pas inversement. Ça s'était produit avec Kadhafi quand il avait planté sa tente à l'Élysée. On a su après, maintenant on peut le dire, hein, puisqu'il y a eu bracelet de la part de Sarkozy, que quand même Kadhafi avait financé une bonne partie de la campagne de Sarkozy. Maintenant, il y a bracelet, donc je pense qu'on peut en parler, il n'y a pas prescription. Mais quand Kadhafi arrive et qu'il plante sa tente dans l'Elysée, c'est très exactement le même signal qu'il veut donner. Voilà, j'ai un petit peu dérivé, mais globalement, voilà comment personnellement je vois pas mal les choses. Voilà, c'est une question aussi de libre circulation. Déjà, entre le Yémen et l'accès à la mer Rouge, c'était pas génial. Ici, Hormuz, je pense pas que ça peut aller jusque-là, sinon Téhéran doit tomber. Hein. Khamenei doit tomber. Voilà, il n'y a pas photo ici. Tu peux, entre guillemets, avoir des velléités contre Israël et faire pumper les prix du pétrole, ça dérangera pas grand monde. Par contre, il y a un moment donné où si tu mets l'Arabie Saoudite, les Émirats dans la sauce, là pour le coup, ça fait un peu trop de monde ensemble. Il y avait eu d'ailleurs, et c'est la Chine qui est un petit peu perdante quand même hein, dans tout ça, bien sûr, puisqu'il y avait eu un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Traditionnellement, les sunnites et les chiites se parlent pas beaucoup, et là en l'occurrence ça s'était vraiment fait d'une manière très propre. Là vous voyez qu'on n'est plus du tout là-dessus, et que la Chine n'est plus du tout un peacemaker dans la zone, en tout cas pas de ce qu'on peut voir là tout de suite. Est-ce que ça va se recalmer, etc. Là visiblement il y a eu des histoires comme quoi il y avait un cessez-le-feu ce matin. Israël dit que l'Iran a cassé le cessez-le-feu et qu'ils ont déjà envoyé
des missiles. Trump se félicite de la paix entre ces deux beaux pays et il leur souhaite longue vie. C'est du grand n'importe quoi de ce côté-là. Maintenant, voilà, on va voir ici où ça va nous mener encore une fois. Voilà, et encore une fois, oui, le détroit le plus important du monde, etc. Hormuz, voilà, endroit vraiment extrêmement important. Et on le voit ici, Trump et Xi Jinping qui prennent bien sûr sur le conflit Iran-Israël, des pendants totalement différents, puisque leurs intérêts sont totalement différents. Aujourd'hui, Powell va nous faire un testimony, il va nous faire un petit passage devant le Congrès. Et encore une fois, Israël qui accuse Téhéran de violer le cessez-le-feu de Trump. Alors moi, j'ai pas vu Téhéran dire qu'ils étaient partie prenante de ce cessez-le-feu. Maintenant, je me suis peut-être trompé, j'ai pas forcément tout vu, mais voilà. Ici, encore une fois, voilà, les marchés qui réagissent assez bizarrement, hein, et aussi, bon, pour le coup, c'était vraiment un moment où il fallait pas du tout toucher au pétrole, et sur ce genre de choses, vraiment, moi, je ne trade jamais le pétrole, parce que vous voyez que le pétrole était plutôt down, donc le marché n'y croyait pas, hein, à cet embrasement de la zone. Je reviens ici sur cette idée également que le Texas va allouer 10 millions de dollars dorénavant, donc il y a eu plusieurs choses au niveau du Texas. Texas, il faut comprendre que si vous en faites un pays, c'est la huitième puissance mondiale en termes économiques. C'est-à-dire que c'est devant le PIB du Texas et devant celui de la Russie et devant celui du Canada. Le Texas, déjà un premier trempage d'orteil avec 10 millions de dollars parce qu'il y a eu sa réserve stratégique, c'est passé. Au niveau fédéral et au niveau du Texas, tout est passé, tout est OK. Il y a le feu vert, c'est le premier État américain à acheter du Bitcoin à hauteur de 10 millions pour ce premier achat. Donc adoption institutionnelle, c'est en train de se faire au niveau du Texas, ok. Ici, on en a parlé. Arthur Brito, qui était cofondateur de Ripple, qui poste un emoji sur sa page qui n'avait pas été active depuis 14 ans. Allez voir cet article si ça vous intéresse. Et toujours dans l'idée de l'adoption institutionnelle, Anthony Pompliano, qui est un gros investisseur, gros youtubeur, un des gros du marché crypto, et autres, qui fait un montage à 1 milliard de dollars, 500 millions en actions, je crois, et 500 millions en convertible bonds, pour finalement un truc un peu à la stratégie, mais un peu différent, avec aussi pas mal de finance tradie à l'intérieur. Allez voir l'article là aussi si ça vous intéresse. Ici je parle un petit peu de la même chose que ce que je viens de vous dire, et puis cette proposition de loi du côté de Adam Schiff, qui soit le Coin Act, qui évite que les présidents, vice-présidents et autres, les personnes très haut placées au niveau de l'État, ne puissent promouvoir des crypto-monnaies pendant qu'ils sont pendant leur mandat. Là, je crois que pour le coup, Trump est passé à côté parce qu'il l'a lancé juste avant son mandat, l'histoire. Donc voilà, on verra s'il est attaquable par rapport à ça. Personnellement, moi, j'aurais carrément élargi à le Sénat. Tout le Sénat ne peut pas créer de coin. Et également, j'aurais élargi aussi au marché action. Voilà, vous avez forcément des infos d'insider si jamais vous êtes bien évidemment politique. Je rappelle ici le Twitter de 1214 abonnés. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le compte X, et bien évidemment tous les bénéfices de la chaîne, encore une fois, sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque. Calendrier économique, on aura le PCI ce vendredi, et sinon, en soi, ce sera les infos sur l'emploi qui vont être intéressantes, et ça sera la semaine prochaine autour du 3 juillet pour le Job Report. Et puis après, on aura le CPI, etc. Bref, on va réattaquer un nouveau mois, hein, donc voilà, on est déjà le 24, je trouve que le temps passe à une vitesse incroyable, mais on est déjà le 24. On va regarder les liquidités et les liquidations avec, en l'occurrence, une map qui est bien sûr très rouge, puisqu'on a liquidé 500 millions, dont à peu près 400 millions de shorters. Le marché était passé très shorter, bien sûr, et c'est normal, vu le contexte. Et puis, bien évidemment, ici, signature d'un cessez-le-feu. On voyait quand même sur le pétrole que le marché n'y croyait pas trop. Même sur la crypto, je trouve que ce passage sous les 100 000 dollars prouve une certaine, quand même, résilience. Alors d'accord, les altcoins se sont pas mal fait bousiller, mais une certaine résilience du côté de Bitcoin et d'Ethereum qui ont quand même plutôt pas mal tenu leur zone. En soi, la correction, elle a fait 10% au max. C'est pas non plus incroyable compte tenu du contexte qu'on aurait pu avoir. C'est peut-être pas fini. Ici, il faut comprendre qu'on prend 500 millions, dont 370 millions en short, donc c'est bien. Et Ether est devant Bitcoin en termes de liquidation. Donc voilà, intéressant. Est-ce que le marché est en train de se charger dans l'autre sens ou pas? Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Déjà, je vois qu'il y a quand même ici cette zone des 110 qui est extrêmement
Ah, il y a des grosses liquidations à prendre. Ici, on va pas dans le même sens, mais ça a été short squeezé. Ici, même chose. Ici, même chose. C'est plutôt longué ici, mais ça a été travaillé depuis. Hein. Excusez-moi, j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Ici, il y a du short, ça a été travaillé aussi. Ici, pareil, ça a été travaillé. Ici, travaillé également. Ici, tout pareil, tout pareil. Là, ça va plutôt ensemble. Jusque là. Ici, j'ai du long, mais ça a été pris. Désolé, hein. Ici, ça va plutôt ensemble. Jusque là. Ici, j'avais du short, d'accord? Ça, c'est intéressant. Hop, pour le coup, j'ai un petit point de short là. Ensuite, c'est l'inverse. Donc ça a été travaillé aussi. Ici, j'ai aussi du short, mais ça a été pris quand on est allé là. Là, ça va plutôt ensemble. Ici, différent jusque là. Donc oui, j'ai légèrement un petit quelque chose sous la structure. Là, d'accord, qu'on va mettre en 1 pixel, hop. Et puis ensuite, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire j'ai un prix qui pousse vers le haut, et pourtant j'ai un funding qui latéralise, donc j'ai également du monde ici. Donc instant T, j'ai du monde à venir chercher en haut, hein, et il n'y a pas besoin d'être Einstein, on le voit quand même vachement, je trouve, sur... Je pensais que j'étais subscribe. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça tout à l'heure. Et sur iBlock, eh ben, on voit que finalement, on avait bien nettoyé là une semaine en passant avec ce passage sous les 100 000 $, d'accord, et que on a recréé une petite boîte dessous. C'est finalement celle qu'on voit hein, quand je vous montre ça, parce que d'une certaine manière, oui, il y a un petit quelque chose. Mais que entre les deux, il n'y a aucune liquidité intermédiaire et que pour l'instant, on semblerait plutôt se diriger vers 109 sur la One Week, hein, d'accord. C'est pareil, c'est pas une science exacte, hein, forcément, les liquidations, ça donne des très bons niveaux, mais bah, des fois, c'est difficile de connaître le sens. Hein. Souvent, on va vers les niveaux, mais c'est difficile de connaître le sens. En tout cas, quand je décale ici sur la 3 mois, vous voyez ici qu'on est venu, parce que là, on va regarder vraiment tout ce qui est trader de position. Hein. Vous comprenez ici que sur 3 mois, à partir du 8 mai, on avait commencé à charger la mule au niveau des 100 000. Là, on est venu chercher ce point-là. Si on doit aller chercher beaucoup plus bas, bah c'est dans un premier temps soit 97 une nouvelle fois, c'est le petit point que je vous ai montré, soit la zone des 80-90, d'accord. Mais une bonne partie des traders de position depuis le 8 mai a été sortie. Personnellement, je ne vois pas le prix aller ailleurs que 114 dorénavant. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, c'est pas toujours une science exacte. Voilà, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors pour moi, j'ai du mal à voir une réelle escalade du côté de Oman, Hormuz et l'Iran, sauf à dire que ça serait la fin de l'Iran, d'accord? C'est-à-dire la fin de l'Iran telle qu'on la connaît actuellement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça, je vous laisse voir. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux... le fils du Shah d'Iran, hein, qui est en train de se placer actuellement, on le voit, hein, et qui est peut-être potentiellement un des candidats pour la suite si jamais on en venait à fomenter une révolution chez eux. Ou alors, voilà, est-ce qu'il vaut mieux un mouvement religieux? Enfin, personnellement, j'ai pas là tout de suite d'avis énorme là-dessus. J'ai même pas forcément d'avis à avoir, c'est pas du tout mon truc en fait. Mon seul truc, moi, c'est simplement de regarder et de dire est-ce que ça peut vraiment s'embraser jusque-là, compte tenu de ce qu'on connaît. Et voilà, vous avez eu mon analyse qui est de dire je vois pas trop l'idée pour un régime de se saboter lui-même, d'accord. Là pour le moment, il y a peut-être eu des tirs, d'accord, donc le cessez-le-feu n'aurait peut-être pas été respecté, faute de quoi, bah, du coup, effectivement, on serait dans quelque chose... Personnellement, je trouve que tout est très étonnant dans cette histoire, au sens où, théoriquement, le fait qu'il y ait eu une frappe, soi-disant, sur des bases américaines au Qatar, ça aurait dû déclencher une foudre de guerre. Hein, les Américains ont bien en tête Pearl Harbor, ont bien en tête toutes ces choses-là, etc. Tu n'attaques pas, théoriquement. C'est un petit peu comme, je sais pas, buter un flic si t'es dans la mafia ou quoi, ou ce genre de choses. Tu sais que derrière, ça va un petit peu chauffer pour ta tronche. Si jamais tu fais ce genre de choses, d'accord? Ou je sais pas, un gars de la DEA, quand t'es trafiquant, voilà, ce genre de choses, c'est plutôt le genre de choses que t'évites en général pour pas faire de remous. On verra.
On verra ce que ça dit de ce côté-là, mais en tout cas, voilà, pour moi, ça risque très fort de s'éteindre dans l'œuf. Et si jamais le système iranien veut continuer à être le petit méchant de la zone, parce que parfois, vous changez, vous mettez un autre méchant à la place, ou vous mettez un sage petit waf-waf toutou, et ben en fait, ça marche pas génial non plus. Et puis, vous avez plus aussi cette narration-là. Hein. Il faut bien comprendre que à un moment donné, si vraiment ils le veulent, les Américains peuvent, à ce stade en tout cas, déclencher des révolutions un peu partout où ils le veulent. Et on a vu d'ailleurs, hein, sur ce mouvement un peu iranien, d'un coup, on a vu 1000 prisonniers s'échapper de prison, et puis l'armée faisait pas grand-chose. On a vu aussi 3 ou 4 chefs d'état-major comment dire, transformer en passoire, se faire plomber le buffet à la suite. Et voilà, donc il y a peut-être une certaine désorganisation actuellement, hein, du côté des Iraniens qui pourrait aller à contresens de ce qu'ils voudraient vraiment être. En tout cas, en 15 minutes, ça semble plutôt correctif, ça semble plutôt impulsif, ça c'est étonnant, mais on a derrière, on revient rechercher un peu l'imbalance, hein, là, ici ça avait délivré au niveau du prix, ça avait un peu larvé derrière boum, on fait le move, et puis par contre ça c'est très impulsif, et ça reste très correctif. Admettons que sur le scénario 15 minutes, en tout cas, hein, on en vient à casser la distribution qui est en train de se faire là, plutôt rapidement, hein, que ça dure pas non plus des plombes. Bon, ben, on peut peut-être se dire que la target, c'est un truc dans cet esprit-là. D'accord, donc déjà, d'ores et déjà, voilà, aller prendre la liquidité à 110. Pour le moment, on est passé sous la structure, c'est ce que je dis souvent. Passer sous la structure veut dire derrière, bien évidemment, venir aller chercher la liquidité là où elle est, c'est-à-dire au-dessus. Ce support 1 heure là, il est perdu. Ici, ça, c'est perdu également. Et puis, je le redis, mais voilà, point de contrôle slash endroit important à passer autour de là où on est à peu près maintenant, c'est-à-dire 105. Donc, dans une logique de range, regagner le point de contrôle veut dire revenir en haut du range, voire potentiellement même venir dévier au-dessus de tout ça, hein, puisque on l'a vu dans les liquidités, il y a quand même du monde là, hein, il y a quand même du monde à venir prendre au-delà de 110. On a probablement 600-700 millions pardon, à venir chercher. Ce que j'aime bien, c'est que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pris 500 millions de shorts juste sur ce genre de move. Là, on est à 400 millions, je crois. Voilà, on revient sur un prix qui a un sentiment très shorter. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait encore de la mauvaise news, un peu, voilà, du truc un peu dégueulasse, qui permettent un petit peu de réenclencher ces choses-là. Surtout, j'aimerais bien si vous comprenez aussi que si on vient chercher 110 000 et à casser le range ici vers le haut, je parle de ce range-là, bien sûr, là, celui-là, d'accord. Bon, on déclenche des targets assez sympas, du coup, hein, puisque forcément... si ça se faisait à la même vitesse, personnellement, moi j'étais. Alors, on avait dit qu'il y avait de la liquidité à 100 000. C'était pas le scénario privilégié que d'y aller, en tout cas pas dans ce stade-là. On pensait plutôt que ça allait chercher prendre la liquidité en haut. C'est nickel. Maintenant qu'on l'a prise en bas, voilà, parfait. Moi, ça me va. Hein, ça colle très très bien. En soi, dans la temporalité qui est présentée. Alors déjà, on avait un scénario aussi où on tenait un petit peu plus ou moins ce momentum comme une vague autour de laquelle on s'enroule. Bon là, pour le faire, il faudrait une sacrée poussée, hein, jusqu'à fin juin, là. Donc mi-juillet, quoi, voilà, pour regagner, hein, un peu cette droite. Vous comprenez qu'on s'en est vachement éloigné, là. Si on avait tenu des choses un peu plus dans cet esprit-là, qu'on avait cassé de ce côté-là, là, on a perdu, et on avait montré, dans le fondamental, il y avait 3 narrations. Il y avait l'emploi, il y avait le CPI et il y avait le FOMC. Et les 3 ont été moyennes. Il n'y a pas eu de déclencheur, d'accord. Le CPI était bien, hein, l'emploi était baissier, enfin je veux dire haussier par rapport au chômage, donc plutôt cool. Voilà. Donc à ce stade, comment je vois les choses personnellement, c'est relativement simple. Si tu arrives à casser ça, la distrib qui est là, on va la mettre dans une autre couleur comme ça au moins. Hein, souvent, on aime bien avoir des petits critères d'aide à la décision, et c'est à peu près là où on en est. Hein. Vous comprenez ici qu'on est à peu près sur le moment Nutella. Si tu arrives à casser ça, pour moi, tu arrives à venir au moins jusque là, d'accord. Donc à venir haut de range, hein, et également, en ce moment, il y a un petit critère au niveau du POC, hein, on l'a expliqué en début de vidéo. Donc voilà, pour moi, si tu arrives à casser tout ça, etc., tu viens prendre le top, c'est-à-dire tu viens faire un ATH. Maintenant, celui qui veut vraiment réfléchir à déclencher d'autres choses au sein de cette même
correction qu'on est en train de voir là, si jamais on arrive à casser pour le coup la distrib, donc à venir faire un ATH, ça déclenche aussi d'autres targets. Et la zone des 148 à 156 000 $ est ouverte, hein, j'ai envie de dire, voilà. On a toujours eu, nous, deux zones importantes. Très court terme, c'est 114. Moyen terme, c'est 122, 123. Et un peu plus long terme, c'est 148 à 157, hein, globalement, toute cette zone-là. D'accord. Beaucoup plus long terme, 240 à 280. Mais en tout cas, sur le move actuel, voilà, je trouve que c'est pas insultant de continuer à penser que on pourrait être dans ces zones-là. Imaginons qu'on soit actuellement en train de réitérer cette impulsion-là, en cassure de cette distribution-là. Et pour le moment, cette distribution n'est pas finie. Hein, on n'a pas cassé la distribution, donc pour le moment, elle n'est pas finie. Mais imaginons qu'on soit en train de faire ça, en termes de temporalité. Pour le coup, ça nous emmènerait aux 120 000 $ autour de mi-juillet. D'accord ? Là où nous, on était plutôt dans l'idée, si on tenait le momentum initial et qu'on rattrapait assez vite la droite qui est très agressive, hein, qui est celle-ci, la blanche, on était déjà dans l'idée d'être à 150 000 autour de la mi-juillet, d'accord ? Donc ça nous décalerait un peu l'idée pour être plutôt à 120 000 mi-juillet. Voilà, pour ça, il va falloir péter. Pour ça, il va falloir que ça se calme, hein, aussi au niveau Moyen-Orient. Est-ce que en sous-main, en fait, c'est en train de nous dire, bon, je vais balancer un ou deux missiles de temps en temps, histoire de garder, je sais pas. Moi, j'ai été faire le plein hier, c'était un 70, le 95. Voilà, tenir un pétrole à 2 € pendant encore au moins 6 mois. Peut-être qu'on est, on est sur ce concept-là. On verra en tout cas si jamais c'est le cas. Mais voilà, je réitère mon idée de convergence, pas mal de convergence pour 120, 150, 158, 148, pardon. Et après, derrière, encore une fois, on verra déjà ce qu'il se passe. Mais court terme, 114, ça reste d'autant plus qu'on est passé sous la structure, qu'on n'a plus grand chose en termes de trader de position en longue, et qu'on reste encore une fois sur des fondings qui sont très neutres, hein. Donc c'est vraiment ça vous comprenez que je ne serais pas en train de chercher du long si on avait un funding qui était à 0,1, hein, on est bien d'accord. Ici, on cherche du long parce que on est passé sous la structure. Tout ce qui est, même en weekly, correctif, semble correctif en weekly. On reste sur des zones en funding qui sont très neutres. Donc, du coup, on reste sur quand même un marché qui vient chercher sa liquidité et qui ensuite a plutôt un caractère haussier sur le fond. Attention à un éventuel signe noir, il faut quand même faire gaffe. On n'est pas ici à l'abri, bien sûr, de quelque chose qui soit relativement dégueulasse, mais je ne vois pas forcément les choses se faire du côté de l'Iran. En tout cas, excusez-moi. En tout cas, à ce stade-là, ou sauf s'il y a dérapage à un moment, voilà, mais pour le moment, dérapage, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, en fait, l'administration américaine dit oui, on a les clés pour faire sauter ce régime-là, si ça vous chauffe, et que le régime, un petit peu acculé, hein, se retrouve à jouer son va-tout. Et là, ça pourrait éventuellement effectivement être difficile. Je connais pas bien la cote de popularité en Iran, en tout cas du gouvernement à ce stade. Je pense que c'est des choses qui sont difficiles à avoir, sauf à avoir des potes dans la zone. Autant voilà tout ce qui est Russie, etc. Je connais très très bien. Autant tout ce qui est Perse et monde arabe, en tout cas de ce côté-là, j'ai beaucoup moins d'amis et j'ai beaucoup moins de connaissances dans ce domaine-là. Par contre, je connais mon histoire et je sais qu'à l'époque, les problèmes en Iran avaient permis aux Saoudis de très bien se placer. Et que quand il y a un perdant, hein, côté sunnite, il peut y avoir un gagnant côté chiite ou l'inverse. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui restent intéressantes. Un petit retour de concurrence serait pas de mal, hein, dans cette zone où finalement tout le monde était vachement d'accord jusque-là. Israël mis à part, bien sûr. Un petit retour de concurrence serait pas forcément une mauvaise chose en soi. Et encore une fois, pour un changement de régime en Iran, je vous laisse seul juge sur ce que vous pensez être relativement intéressant ou pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci à ceux qui ont apporté des messages de soutien. J'ai des problèmes en ce moment de névralgique, en fait, j'ai un nerf pincé.
Et voilà, je sais ce que c'est dorénavant, donc déjà au moins c'est ça, j'ai fait des scanners, j'ai fait des choses comme ça, je sais d'où ça vient, donc ça c'est plutôt cool. Ça me crée des problèmes au niveau de tout le côté droit, et avec des douleurs assez intenses. Donc du coup c'est ce qui m'a un petit peu empêché de faire des vidéos la semaine dernière, et j'en suis désolé. J'espère que ça va aller mieux de ce côté-là, et que, enfin en tout cas on va se soigner, c'est la première fois que mon corps me fait des siennes, en tout cas pas suite, voilà, hein, j'ai déjà eu des accidents de moto, des choses comme je suis déjà pété des choses, voilà, il n'y a pas de souci à avoir mal et à savoir pourquoi on a mal, mais là la difficulté bah, c'est de ne pas comprendre pourquoi, et en l'occurrence ça y est, je suis en train d'avoir les résultats qui me font comprendre à la fois le problème, mais aussi bien sûr du coup la solution. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, la question du jour, ça sera: est-ce que vous êtes plutôt déo en spray ou déo à bille, déo qui avec la bille qui roule là? Personnellement, plutôt spray en ce qui me concerne. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.